Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut le doc, Salut, comment tu vas tu bien? vas? Ouais, ça va, merci. Passez une bonne semaine, des bonnes vacances. Toujours, hein, à la fin de l'été bientôt qui s'annonce, une rentrée chargée. Ça va être sympa. Ça va être Ça va être sympa tout ça. sympa, ça promet. Salut à tout le monde sur le chat. Salut Poppy, salut Arsène, salut Salut à tous. Arthur, salut Célinien, salut tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors on n'était pas la semaine dernière hein, parce que bon bah les gens ont des vacances aussi, donc j'étais pas là et ça peut arriver. Ça peut arriver. Salut Paul-Emmanuel. Donc on a pas mal de trucs à évoquer, hein, parce que l'actualité a été pas mal riche, que ce soit du côté international, comme on a vu, hein, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé enfin, on a beaucoup parlé d'Afghanistan ces dernières semaines. On a aussi pas mal d'actualités autour d'Éric Zemmour, évidemment. Donc on va aborder tout ça. Salut Negative, salut Max Gaming. Alors, il y a quelqu'un que je devais passer en modo, si tu peux, je crois que c'est négative. Faudrait que tu me confirmes. Si tu peux m'envoyer un message, je te filerai le droit de modération. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Alors, on est sur tout simplement, hop là, la page de Génération Zemmour. Puisqu'on vient d'annoncer, alors ça a été annoncé il y a très très peu de temps, ça n'a pas été partagé sur la page de Génération Z, mais le retour d'Éric Zemmour pour une saison à partir du 30 août. Donc c'est officiel, ça a été montré je crois sur la page de CNews, il me semble, si je me plante pas, le retour d'Éric Zemmour dans Face à l'info le 30 août, donc à partir de 19h, donc 19h-20h sur la même horaire. Et salut Poppy. Mais si je te salue, regarde, je salue tout le monde, tout va bien. Donc voilà, donc il y a le retour de Zemmour dans Face à l'info. Ce qui est un événement quand même relativement marquant, suffisamment marquant pour l'évoquer. Donc le 30 août, rendez-vous entre 19h et 20h sur CNews pour suivre le Z. Évidemment, c'est pas la seule actualité qui concerne Zemmour, puisque j'imagine que tu as suivi ça aussi de près. Récemment, Éric Zemmour a été censuré sur Instagram, donc la semaine dernière, puisque son compte Instagram a été bah, tout simplement suspendu, supprimé, suspendu, je sais pas quel terme utiliser, pendant 24 heures. Ça a été le cas aussi avec Papacito peu de temps après, je sais pas le doc si t'avais suivi pour Papacito, je crois qu'il a été coupé aussi. Si, il a été coupé. On se parle souvent avec Papacito et en gros, dès qu'il a recréé un compte, j'ai repartagé. Donc oui, il a été censuré sur des propos, il me semble, par rapport aux Afghans. Donc D'accord, ok. à l'immigration massive des Afghans, donc qui va probablement arriver dans les prochains mois. Donc Ouais. c'est pour ça en fait que son compte a sauté. Mais là, il est de retour et c'est Roi Papacito, donc son nom sur Instagram. Donc, si vous voulez le suivre, il y a absolument pas de problème. Il a un nouveau compte, etc. Mais la question, c'est pour combien de temps? Oui, Voilà. ouais, c'est ça. Il y a une épée de Damoclès au-dessus des gens plutôt, enfin des figures dissidentes, hein, on a pu le voir, on a pu le constater. Donc Eric Zemmour avait même communiqué directement sur Twitter ce matin, Instagram, après la décision arbitraire, donc c'était le 19 août. Le 20 août, c'est revenu, hein, donc on va revenir là-dessus. Ce matin, Instagram a pris la décision arbitraire de bannir mon compte officiel. Les GAFAM se sont engagés dans une lutte féroce contre les peuples qui ne veulent pas mourir. Ils peuvent me censurer, mais ils ne peuvent pas faire taire tout un peuple. Donc, voilà. Évidemment, ça fait écho à pas mal de choses, notamment la censure de Donald Trump, hein, quand même, un président qui était président des États-Unis, qui a été censuré alors qu'il était encore président, il me semble. Sa page Facebook, Twitter avait été coupée alors qu'il était encore président des États-Unis. Qui est Papacito? Non mais si tu ne connais pas Papacito, tu ne mérites même pas qu'on te réponde. Non, il faut rechercher par toi-même, hein. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors oui, du coup, Donald Trump avait été tout simplement banni, je crois, alors, je sais pas Instagram, mais en tout cas Twitter et Facebook, ça c'est sûr. Et Zemmour en a fait les frais. Alors, il a donné une interview le jour même dans l'Incorrect, enfin sur le site de l'Incorrect en tout cas. Je sais pas si c'est dans le magazine, mais voilà, donc Éric Zemmour, certains doivent se dire qu'il est urgent de me faire taire, c'est le titre de cet article et de cette interview. Alors que son compte Instagram a été fermé ce matin pour des raisons encore inconnues, mais que l'on peut
peine prédire, le journaliste et essayiste s'exprime en exclusivité pour l'incorrect sur la censure dont il fait l'objet. Votre compte Instagram a été fermé ce matin. Pensez-vous que la doxa est désormais prête à tout pour censurer? Je vais pas vous lire l'interview en entière, mais en tout cas, il faut se pencher dessus puisqu'il évoque notamment le problème des GAFAM, le fait qu'il y a besoin de se réapproprier une espèce de souveraineté à ce niveau-là. Donc on parle souvent de souveraineté numérique, mais là c'est avec un autre angle. Euh, donc on assiste à l'alliance qui peut faire sourire entre les géants américains de la tech, toujours plus ivres de leur pouvoir, et des activistes d'extrême gauche qui, ne supportant plus d'entendre des opinions qui les dérangent, les dénoncent en meute sur les réseaux sociaux avec leur raid de signalement. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de figures de droite ou dissidentes ou des figures tout simplement qui sont comment on dit, cancel, c'est le mot utilisé, c'est le mot utilisé par les personnes qui sont de la culture woke. Euh, eh bien, les personnes qui sont cancers en général se font signaler massivement et je crois qu'automatiquement il y a des bans. Donc là, par contre, ça n'a pas du tout été présenté comme ça, puisque de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, euh, les dirigeants d'Instagram, donc ils sont aussi les dirigeants de Facebook, ont dit que c'était une erreur. Donc ils ont banni Eric Zemmour d'Instagram. Voilà, c'est une erreur. Alors c'est dommage parce que l'erreur, en général, le doigt rip quand c'est des figures de droite. Hein, c'est un peu chiant, c'est systématique comme ça. Il y a une espèce de réflexe. Donc voilà, est-ce que c'était une erreur, le doc? Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que c'était une erreur, mais pas technique. Je pense que c'était surtout une erreur stratégique parce que la gauche qui ne cesse en gros donc d'être dans la cancel culture et de vouloir éliminer, parce que c'est quasiment le terme, hein, c'est éliminer toute figure donc de droite ou dissidente. Eh bien, je pense qu'ils font une erreur stratégique. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ils prouvent que de toute façon, ils ont un étendard politique qu'ils assument de toute façon, mais le problème, c'est que les réseaux sociaux sont aussi basés sur le fait que ce sont des espaces libres d'échange et qui doivent normalement respecter la liberté d'expression, même s'ils disent qu'elle est limitée par rapport aux propos haineux. Mais en fait, pour eux, le propos haineux comment dire, est beaucoup plus facile à atteindre que la définition normale, en fait. C'est-à-dire que vu que la gauche a eu l'intelligence de refaçonner les mots dans son intérêt, aujourd'hui, par exemple, du racisme, ce sera du racisme systémique, ce qui signifie que donc il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc parce que le blanc est majoritaire dans son pays. Donc, ce qu'il faut comprendre sur les GAFAM, c'est qu'on voit une alliance qui commence à voir le jour entre d'un côté un État-nation qui est complètement dépassé, qui n'arrive plus à mener donc la plupart de ses prérogatives. L'État-nation n'a plus les moyens logistiques de faire tout ça seul. On le voit notamment avec l'alliance un petit peu contre nature entre le fisc et Google. Google donc qui a été quand même qui a pris une amende assez salée parce qu'il ne respectait pas justement, il ne payait pas ses impôts. Et donc, on voit que maintenant, Google va être le bras armé du fisc pour opérer les fraudeurs, notamment par le biais des images satellites, les piscines, etc. Donc, on voit qu'il y a cette alliance entre les deux, et il faut comprendre que les GAFAM et ceux qui les ont créés, donc c'est-à-dire la Silicon Valley, ont une idéologie bien pensante, ils ont une utopie, ils ont un projet politique qui est bien différent de l'État-nation, c'est-à-dire que eux, ils méprisent tout ce qui est tout ce qui fonde l'État, donc c'est-à-dire une nation avec une frontière, un gouvernement hiérarchisé, un peuple avec une langue, une coutume, etc. Pourquoi? Parce que les GAFAM et les réseaux sociaux reposent sur cette idée d'universalisme et de village global. Donc, qu'est-ce qui est le pire ennemi en fait des GAFAM? C'est l'État-nation, tout ce qu'il représente, donc c'est-à-dire la pluralité donc comment on appelle ça, des identités, des Mhm. religions. Pour en fait, ils essayent de fracturer tout ça parce que pour créer l'individu qui va nourrir cette machine, il faut donc détruire les particularités et détruire l'État-nation. Donc l'État-nation fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il pense que les GAFAM vont les aider dans, on va dire, des prérogatives habituelles, que normalement l'État doit mener tout seul. Mais en fait, c'est une erreur, ils tombent dans un piège, puisque petit à petit, les GAFAM vont récupérer absolument toutes les prérogatives de l'État, et on risque de voir dans les années à venir, et c'est déjà même le cas, des GAFAM qui pèsent beaucoup plus que des États, voire même des États GAFAM peut-être, en gros, on peut même oser le dire, puisqu'il y a des projets politiques de ce style. Mark Zuckerberg a notamment dans la face cachée de son sweatshirt, alors ce que je vous dis, ce n'est pas des thèses complotistes, hein, c'est vérifiable, eh bien, on voit qu'il y a un projet donc de Facebook comme
le nouveau dénominateur commun du monde. Donc, il faut se méfier des GAFAM. C'est pas parce qu'ils sont spécialement américains, puisque les créateurs des GAFAM méprisent profondément euh, les États-Unis, en fait, et tout ce qu'ils représentent, puisque les Ouais. États-Unis restent une nation, en gros, parce qu'ils veulent aller au-delà de toutes ces conceptions. Ce qui est un comble, puisque les États-Unis est le pays qui leur a donné toutes les armes pour justement que les GAFAM puissent exister, c'est-à-dire une liberté de création et d'entrepreneuriat qui est absolument énorme, ce qui d'ailleurs manque véritablement en France aussi. Mhm. Mais vraiment, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a ce paradoxe des GAFAM qui méprisent leur créateur un peu, si tu veux. C'est le Frankenstein qui se retourne contre le créateur, et c'est vraiment embêtant pour la suite. Et c'est surtout, en fait, ce qu'on pourrait, enfin, on pourrait résumer ça en une phrase, finalement, c'est un État dans l'État. C'est-à-dire, c'est un État qui a décidé de se substituer totalement, aux lois, aux règles de l'État, qui ne paye plus d'impôts, de toute façon, qui passe au-dessus de ça, qui, décide d'imposer ses propres règles, étant donné parce que, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc finalement, quand ils censurent Donald Trump sur Twitter et sur Facebook, ils le coupent, d'une partie, énorme des personnes qui le lisent, des personnes qui l'écoutent, et donc d'une partie de l'électorat. Donc on avait quelqu'un qui disait, alors c'était un beau commentaire, ça montre surtout un problème, un nouvel ordre juridique qui est créé par les GAFAM avec leurs propres règles et procédures, ils se substituent aux tribunaux souverains sans aucun contrat social. Évidemment, c'est totalement ça, ils se substituent aux États. Donc c'est un État dans l'État et ça pose évidemment problème puisque cet État dans l'État porte une idéologie qui est, moi, enfin je pense on est beaucoup à le partager, à partager cette pensée qui est dangereuse, hein, c'est-à-dire qui est donc avec la cancel culture, le wokisme, etc., etc. Ce qui est Donc, il y a... Oui, ce qui est profondément problématique aussi, c'est qu'on a affaire à des individus qui portent un projet politique qui est assumé et qui ne sont pas élus par le peuple. c'est Mark ça, Zuckerberg totalement. n'a pas été élu. Les autres dirigeants, donc que ce soit Apple, Google, Amazon, ne sont pas des personnalités élues. D'ailleurs, on voit que chez la plupart de ces personnes-là, ils nourrissent le souhait caché d'un jour se présenter à la présidentielle. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont très bien compris, surtout aux États-Unis, que les dirigeants des GAFAM ont de toute façon et de facto plus de pouvoir que le président des États-Unis. Ouais, La preuve avec la censure de Donald Trump. totalement, totalement. Ce type de réaction témoigne d'une panique totale de la part du politiquement correct. La doxa et le conformisme se radicalisent à mesure qu'ils perdent pied dans l'opinion publique. C'est les propos de Zemmour dans son interview. Je pense que ça résume très très bien les choses. Ils ont décidé de serrer un peu la vis puisque ils savent que, comment dire, il y a une véritable dynamique. Euh, Pas seulement autour d'Éric Zemmour, puisque c'est quelque chose de mondial, même aux États-Unis, on a vu avec le Trumpisme, on a vu dans plein d'autres pays. Il y a de plus en plus de personnes qui se rebellent contre cette idéologie du politiquement correct et ils ont décidé de serrer la vis. Alors moi, je pense que cette erreur, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait appeler un tir des sommations. C'est-à-dire que c'est pour montrer, pour moi, c'est ça, c'est pour montrer, regardez ce qu'on peut faire. Donc, mollo, tu vois, alors on va pas y aller, c'est un coup de pression. Pour moi, c'est plus un coup de pression qu'autre chose qui a été mis sur Eric Zemmour et sur les personnes qui l'entourent. Euh, donc on va terminer sur le sujet des GAFA, enfin on va terminer avec ça, on va passer à autre chose, je pense, à un autre sujet. Je vois qu'il y a, il y a pas mal de conversations là-dessus, hein, ça se voit bien depuis un an, avec les censures de personnes avec des avis précis, des opinions tolérables. Évidemment, c'est pas nouveau, les groupes Facebook, les pages Facebook, même des amis d'Éric Zemmour à l'époque qui avaient été supprimés, il y avait un groupe qui avait été supprimé avec des dizaines, centaines de milliers de membres, je me souviens plus du nombre, je suis désolé. C'est comme ça régulièrement, la page de Marion Maréchal, plus récemment aussi, hein, même on a vu ça avec le livre noir il y a encore quelques semaines, YouTube avait tenté enfin avait fait une petite tentative de shadow ban, ce qu'on appelle un shadow ban. Donc voilà, donc toujours sur Éric Zemmour, je pense qu'on va parler, je voudrais parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, qui est finalement l'espérance en politique. C'est un article qu'on a sorti sur Génération Z, que j'invite tout le monde à lire, hein, évidemment. Article écrit par Raphaël, qui est un de nos rédacteurs, donc qui parle finalement de cette volonté un peu venue de nulle part, hein, de vote et d'un appel à la candidature Éric Zemmour. Cet appel à la candidature Éric Zemmour, il est un peu symptomatique de quelque chose. Et finalement, si ce quelque chose, c'était un peu l'espérance en politique, donc j'invite tout le monde à vraiment aller lire cet article qui est vraiment très bien écrit, hein. Raphaël est un très bon rédacteur au passage, et je sais pas ce que tu peux nous dire finalement sur
l'espérance en politique. Je vais juste lire un petit passage, sur ce qu'a pu dire Zemmour. C'est au moment de la convention de la droite en septembre 2019 qu'Éric Zemmour manifeste davantage une rupture avec son fatalisme habituel, puisqu'on a souvent traité Zemmour de pessimiste, de décliniste, de quelqu'un qui finalement pleurerait sur la mort de la France, etc. Bon, on voit qu'avec le titre de son livre et même la description de son livre sur Amazon, d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller regarder, que finalement c'est plus du tout son état d'esprit. On lui a beaucoup reproché d'être fataliste, donc il a provoqué une rupture, enfin il a montré une rupture avec son fatalisme habituel, entre guillemets, après un discours d'une trentaine de minutes où il maintient son diagnostic politique de la France, sur la France. Il continue par une magnifique citation de Bernanos: «L'optimisme est la fausse espérance des lâches et des imbéciles, la vraie espérance est le désespoir surmonté», avant d'ajouter à la foule qui l'écoute: «Mais je sais que si vous êtes ici, aujourd'hui, c'est que vous surmontez». Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'espérance en politique, de façon assez courte, de ce que tu penses de ça, et finalement de l'appel à la candidature Zemmour, cette espèce de providentialisme, ce plébiscite Zemmour? Alors, sur l'espérance en politique, s'il y a pas, d'espérance, il y a pas de victoire, tout simplement. On est arrivé à un moment donné où notre pays, connaît une crise majeure, qu'elle soit d'ordre politique, économique, social, et je pense véritablement que si on part de l'idée que tout est fini, c'est foutu et cetera, autant en arrêter là, quoi. C'est-à-dire autant, partir à l'étranger et faire une diaspora française où on va ouvrir des boulangeries, tu sais? C'est-à-dire la fin de la France et on est juste une diaspora qui est vouée et qui est condamnée à aller à l'étranger pour ouvrir des boulangeries. Moi, je refuse ce constat. Je pense qu'il faut se battre, il faut mener une lutte, qu'elle soit politique, mais surtout culturelle, parce qu'il y a aussi une guerre culturelle donc, qui est en place, parce qu'il y a le degré politique et il y a le degré de la guerre culturelle, donc qui se place même, je dirais, au-dessus. Donc il faut la mener, cette guerre. Moi, je pense qu'Éric Zemmour a les armes pour la mener. Il veut y aller, je pense que c'est une certitude maintenant. Et véritablement, l'homme providentiel, il doit se placer aussi au-dessus d'une logique de parti. Parce qu'on voit que donc la République en marche, que ce soit donc aussi les Républicains ou le PS, ont mené notre pays dans une voie sans issue. Il faut aller au-delà de ça. Alors ça ne veut pas dire aller au-delà de la gauche et de la droite comme a essayé de faire Emmanuel Macron avec une politique du en même temps qui a en fait profondément divisé le peuple français. Mais il y a vraiment besoin d'un retour, surtout du courage politique, comme le disait Solzhenitsyn dans son discours du déclin du courage. Il faut véritablement ce retour-là. Il faut que le peuple vraiment aussi fasse entendre sa voix, en fait. Donc, il y a de l'espoir. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, en somme. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher, et surtout maintenant, puisqu'on est à une époque où vraiment, ça va être le point de bascule, en fait. C'est soit on va réussir maintenant, soit les années vraiment à venir vont être très, très difficiles. Donc, il faut avoir de l'espérance, véritablement. Parce que sinon, comme je te dis, ça ne sert à rien. Si on n'a pas d'espérance, ben, autant s'arrêter là, autant commencer à réfléchir si on ne peut pas partir. Mais bon, en fait, ça serait une forme de lâcheté en soi. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Et je pense que c'est l'année du point de bascule, véritablement. D'accord, oui, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. 2022 est quand même un sacré enjeu. On a Virgile qui dit: «Zemmour sait qu'il incarne l'espérance. Il sait aussi que quelqu'un comme lui ne doit entrer dans le jeu politique que dans un contexte vraiment favorable, puisque sa voix est importante et aide le débat et le combat, mais elle perdra en portée si elle était amoindrie par une campagne ratée». Évidemment, c'est sûr qu'il y a de gros enjeux derrière, et c'est une personnalité qui c'est pour ça qu'au final, il y a, comment dire? Il y a quelque chose d'assez beau dans le fait, notamment dans Génération Z, dans ce que peut porter Génération Z, mais dans ce que peut porter dans ce que peuvent porter les Français de manière générale, ce véritable plébiscite, cet appel à la candidature Zemmour qui vient un peu de la base, qui est pas quelque chose de prémédité, un peu en haut par des petites mains. Non, c'est vraiment quelque chose de spontané, et je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est bluffant, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, je pense, je sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas c'est assez rare. Donc justement, c'est un symbole d'espérance en politique. C'est en tout cas la conclusion qu'on en tire. Moi je pense que c'est un symbole d'espérance en politique, et que c'est d'autant plus intéressant, et que ça risque d'être une très belle campagne, si campagne il y a. Ça risque d'être une très belle campagne rien que pour ça.
Alors donc on va finir un petit peu avec Éric Zemmour. Alors je voulais faire le parallèle puisque c'est vrai qu'on parlait de GAFAM, tout à l'heure. On parlait justement de la censure de Donald Trump sur Facebook et Twitter, donc son groupe, enfin ses pages définitivement, suspendues, enfin supprimées même, hein, totalement suspendues. Et il y a cet article de Valeurs Actuelles qui est sorti, donc je ne sais plus quand, c'était le 21 août, hein, donc c'était hier. L'assaut du Capitole n'a pas été coordonné par des groupes d'extrême droite, révèle le FBI. Parce que pour vous rappeler un petit peu les faits, bon, qui sont évidemment expliqués ici, Trump a été principalement suspendu pour cette raison. Donc il y en a qui vont dire que c'est légitime, il y en a qui vont dire que ça n'est pas légitime, parce qu'il aurait appelé au coup d'État ou au putsch, donc un putschiste, le dangereux putschiste Trump. Et donc cet article est sorti selon une enquête du FBI dévoilée par Reuters. L'assaut sur les Capitoles américains du 6 janvier 2021 n'était pas le résultat d'un plan coordonné par des groupes politiques, mais plutôt un mouvement spontané. Donc ça n'a pas été quelque chose de prémédité. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui racontaient que c'était QAnon, hein, ce fameux groupe rattaché, enfin qu'on appelle du far right, c'est-à-dire de l'extrême droite américaine. On pensait que ça venait d'eux, mais en fait pas du tout, de ce qui est dit dans cet article. Selon une source proche de l'enquête, peut-être 5% des manifestants faisaient partie de milices relativement organisées. Mais les 95% restants ont agi sans concertation préalable et il n'y avait pas de grand plan impliquant pour les manifestants pour prendre l'assaut Capitole. Sur les 570 personnes arrêtées à l'issue des événements, une quarantaine sont accusées de conspiration, terme qui aux États-Unis fait référence à une association de personnes préméditant un délit ou un crime. Jusque-là, ok. Certains éléments laissent penser que quelques leaders de milices auraient bien envisagé de prendre le Capitole. Toutefois, les procureurs ont renoncé à les accuser de sédition, c'est-à-dire d'avoir réellement cherché à renverser les institutions. C'est-à-dire que il n'y a même pas. Donc, on accuse Trump d'avoir, comment dire, vouloir renverser, avoir appelé au putsch. Et finalement, les gens qui ont commis ces actes au Capitole, donc qui sont rentrés dans le Capitole, il y a eu 5 morts, je crois, euh, qui sont rentrés dans le Capitole pour au final se balader avec une tête de caribou sur la tête, eh bien, n'avaient pas pour volonté de renverser les institutions américaines. Donc, je sais pas, le doc, c'est la Révolution française sans renversement des institutions, c'est un putsch ou pas un putsch? Ça marche ou pas du tout? Alors, sur l'attaque du Capitole, il faut comprendre que les Américains nourrissent un profond fantasme à tout ce qui concerne le complot, la conspiration, etc. Puisque leur pays s'est aussi façonné par ces idées-là, en fait, par le complot, par la conspiration, notamment quand il y avait les 13 premières colonies contre les Anglais. Donc, Mhm. ils ont toujours un attrait pour ça, si tu veux. Et l'histoire américaine est remplie de complots qui sont d'ailleurs vrais, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le complot est vu comme quelque chose qui est de facto faux, qui est fantasmé par des individus qui pensent que tout est, on va dire, contrôlé par une société secrète, etc. Donc, il y a eu une volonté politique de décrédibiliser toute personne qui croit en la possibilité du complot. Mais en fait, le complot, il est omniprésent dans la vie politique. C'est en fait tout simplement pourquoi? Parce que le politique ne peut pas comment ça s'appelle, mener certaines actions sans complot, en fait, sans une Mhm. forme de conspiration, notamment au niveau de tout ce qui concerne le monde du renseignement. Toujours est-il, c'est que concernant l'attaque du Capitole, moi je pense véritablement que Donald Trump a été complètement dépassé par une marée humaine. Il a appelé notamment lors de l'espèce de manifestation qu'il avait organisée juste avant à aller manifester pacifiquement devant le Capitole. Ça a été dit, enregistré. J'invite toute personne qui en doute à aller voir donc la vidéo. Je pense qu'elle se trouve maintenant relativement assez facilement. Et donc, je pense qu'il y a eu un effet de foule avec certaines personnes qui étaient vraiment galvanisées, qui étaient véritablement prêtes à tout. Je crois qu'il y a une dame notamment qui a été tuée par un policier lors de cet assaut, qui était vraiment complètement endoctrinée et qui disait que elle ferait tout jusqu'au bout, elle lâcherait rien. Donc voilà, il y a aussi des gens qui ont complètement été illuminés dans le lot, mais je crois véritablement que ce n'était pas prévu, ce n'était pas prémédité, il n'y avait pas véritablement de plan en tête. Et je soupçonne même, je vais te dire, le Capitole d'avoir ce jour-là un petit peu relâché sa sécurité
pour espérer dans le fond, un petit débordement quoi, tu C'est quelque vois? chose qui a été, défendu, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça, justement, du fait qu'il y avait très peu de sécurité, qu'au final enfin, des types qui étaient pas armés, puisqu'il y avait très peu de personnes qui étaient armées dans les personnes qui sont attaquées au Capitole, sont rentrées comme dans du beurre, hein. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le Capitole, qui est censé être un symbole, je veux dire, de la démocratie aux États-Unis, et cetera et au final, il y a pas eu de résistance, plus que ça, quoi. C'est ça, et d'autant plus que, en fait, la prise du Capitole, c'est un rappel certes violent que le peuple, en fait, des fois, on a ras-le-bol, tout simplement. Ouais. Il a envie de mettre les pieds sur la table du bureau de la personne qui ne cesse de le mépriser à longueur de journée, qui Mmh. ne cesse de faire voter des lois ou de mener une politique qui est complètement délétère pour une partie du peuple. Donc, en fait, c'est un rappel qu'on peut critiquer, mais en fait, c'est une sorte de démocratie directe qu'on valide ou pas. Mais dans une démocratie saine, je pense que la prise du Capitole, en fait, c'est tout simplement un mouvement logique. Puisque si on lit la Boétie, et notamment le traité de la servitude volontaire, on Mmh. sait que le peuple a une attitude passive, et notamment lorsque, et pour la Boétie, en fait, lorsque le peuple est dominé, notamment par un pouvoir particulièrement fort ou qui va vraiment à l'encontre des intérêts du peuple, et bien en fait, c'est de la faute de ce dernier puisqu'il a la force du nombre et qu'en fait, il ne l'utilise pas en sa faveur. Donc, Mmh. en fait, la prise du Capitole, on peut valider moralement ou pas, mais en fait, c'est juste la continuité et presque même la suite logique d'un délitement de la démocratie aux États-Unis, d'une déconnexion entre le peuple et les élites, et qui s'est rappelé donc par cette prise du Capitole, qui a malheureusement entraîné des décès. Mais il faut comprendre qu'une frustration accumulée sur des années entraîne de facto une violence qui est immense, quoi, et qui a Bah, et explosé. c'est surtout c'est pas tant la frustration, enfin, c'est une frustration accumulée sur les années, mais c'est-à-dire que c'est des personnes qu'on n'a pas entendues, sur qui on crache, en permanence, hein, parce qu'il faut penser, c'est ces fameux rednecks, c'est ces gens, voilà, qui l'électorat Trump, on leur crache dessus en permanence, hein, tout le monde leur crache dessus. Hillary Clinton avait dit que c'était comment dire? Un Elle avait dit quoi? J'ai plus l'expression, mais c'était en gros un bouquet de paumés, enfin des abrutis, quoi. En gros, elle les a insultés en plein meeting. Donc quelque chose quand même qu'on verrait jamais en France. On voit très peu de personnes cracher directement sur l'électorat. T'en as toujours deux trois. On pense à Benjamin Griveaux qui parlait des gilets jaunes en disant que c'était des mecs qui fumaient des clopes et roulaient au diesel ou ce genre de trucs-là. Mais finalement, ces gens sur qui on a craché pendant très longtemps, et pendant 4 ans, ils ont eu une espèce de soupape de respiration puisqu'ils ont eu le droit à la parole, puisqu'ils ont eu finalement leur porte-voix directement à la Maison Blanche, et on leur dit de retourner dans l'ombre et de se taire à nouveau. Et ils ont pas voulu se taire, hein. Le fait est que ça aurait pu, je pense que ça aurait même pu être bien pire. Je pense que les États-Unis, ça va être bien pire avec le temps, et il risque d'y avoir d'autres débordements du genre. De toute façon, c'est quelque chose qui est théorisé, hein, par pas mal de personnes, le fait qu'il va y avoir finalement une deuxième guerre, comment dire? Il va y avoir une séparation entre la côte est, la côte ouest, et finalement le centre des États-Unis, de ce que j'ai compris. Hem, oui? On peut, si on analyse les États-Unis, on voit qu'il y a une partition donc entre les côtes, notamment New York et la Californie, très développée, ultra mondialisée, qui a en fait un pied dans le village planétaire, en fait, Ouais. comme je disais tout à l'heure. Et le reste, donc l'Amérique rurale, Mmh qui est mh. sous, donc, qui n'est pas cosmopolite, blanche, enfin, qui est très pieuse, très religieuse, et qui est méprisée, traînée dans la boue, alors que cette Amérique-là, c'est notamment celle qui a fourni en hommes pendant la C'est Première ça. et la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi l'Amérique rurale qui fait tourner le pays et qui le nourrit. Donc on retrouve d'ailleurs à peu près le même processus en France, hein, c'est-à-dire Mmh. euh, Bah, la France hyper-centralisation. périphérique, et voilà quoi. Là, c'est les États-Unis périphériques finalement qui votent Trump, donc c'est exactement ça. Sujet un petit peu plus léger, mais qui portera à sourire certaines personnes, le maire de Trappes, hein, l'ancien maire de Trappes, du coup, qui s'appelait Ali Rabet, hein, donc qui était amoniste, donc du mouvement Génération S, le kebabier magique. L'élection du maire de Trappes, Ali Rabet, définitivement annulée. En juin 2020, l'élection à Trappes d'Ali Rabet, membre du micro-parti de Benoît Hamon Génération S, était contestée par l'opposition de droite qui accusait la liste victorieuse de tricherie.
Mercredi 18 août 2021, le Conseil d'État lui a finalement donné raison, annulant l'élection. Donc, Ali Rabet, peut-être un personnage que vous connaissez, il est passé à la trappe, excellent. Très bien, c'est très bien. Je vais m'en remettre. C'était un personnage qu'on a beaucoup vu donc c'était, dans les semaines après l'affaire Samuel Paty, après l'assassinat, pardon, de Samuel Paty, hem, puisqu'il avait attaqué frontalement, un professeur de philosophie à Trappes, qui s'appelle Didier Lemaire, qui, je pense vous connaissez tous à peu près de nom, qui a d'ailleurs contribué chez Front Populaire, qui a été placé sous protection policière. On avait vu d'ailleurs dans cet article de l'Obs, il y a 2 semaines, qu'il était dans la liste des personnes sous protection policière. Il a été dégagé un petit peu, enfin pas dégagé, il a été plus ou moins exfiltré de Trappes pour le mettre quelque part d'autre. Il n'est plus professeur, je crois, mais il travaille toujours dans l'éducation nationale. Et donc ce maire, Ali Rabet, avait été carrément dans l'école de Didier Lemaire, etc., avait fait toute une campagne en disant que c'était honteux de dire que le Trappes était islamisé, parce que c'était les propos de Didier Lemaire. Didier Lemaire se plaignait du fait qu'il y avait un obscurantisme qui montait dans ses cours de philo, que les gens ne voulaient plus parler de philosophie, que les élèves étaient islamisés, et qu'il y avait vraiment même les gens justifiaient le meurtre de Samuel Paty. Et en signant une tribune, Didier Lemaire, eh bien, s'est attiré un petit peu les foudres de Ali Rabet. Et Ali Rabet, eh bien, Ali Rabet, on entendra un peu moins parler, et c'est pas plus mal, puisque en juin 2020, quelques 60% des habitants de Trappes dans les Yvelines ne se déplaçaient pas lors du second tour, donc on va pas faire tout l'article, mais en gros, trappe islamiste, ah non, on va pas voir ça. Au cours de la campagne, il aurait fait distribuer des milliers de masques anti-Covid à son effigie via l'association Cœur de Trappe, dont il est président. En plus des masques, donc si vous voulez des masques avec la tête d'Ali Rabet, les mecs, vous pouvez aller les chercher, je pense qu'il y a du rab. En plus, tu, Avoir le Covid, oui, honnêtement. tu préfères avoir le Covid qu'un masque Ali Rabet. Bon, je comprends, je comprends. En plus des masques, le candidat amoniste avait également offert des kits pédagogiques. Donc, j'aimerais bien voir la gueule de ces kits pédagogiques aux enfants de Trappes. Le tout aux frais de son association et sans ajouter toutes ses dépenses à ses frais de campagne. Voilà, donc c'est de la triche évidemment. Un mélange des genres absolus avait déjà estimé un rapporteur public du Conseil d'État en juillet dernier, racontait alors Les Échos, et qui coûtera donc sa place de maire à Ali Rabet. Donc, finalement, il y a des nouvelles qui donnent le sourire, le doc, ça fait plaisir, non? Ah ben, c'est sûr, ça fait plaisir, hein. On sait que de toute façon, il y a toujours du clientélisme en politique, mais alors il y en a à certains degrés, donc j'imagine qu'à Trappes, ça doit y aller à tire-larigot. Donc là, en plus, je trouve que sincèrement, faut avoir un ego surdimensionné pour aller mettre sa tête sur des masques. Enfin, faut être. À quel moment, quand tu es sain d'esprit, tu te dis que c'est une bonne idée en fait, d'avoir ta gueule là sur au niveau du masque. Enfin, c'est complètement délirant. Le rapporteur a fait une très bonne remarque. C'est un mélange des genres qui est étrange, voire même malsain, je dirais. Ouais, Donc, après, pour moi, ce type d'individu n'aurait pas dû être sanctionné en fait, dans une société saine. Cet individu n'aurait pas dû être sanctionné parce que il a fait du clientélisme ou parce qu'il a mis sa gueule sur des masques, mais parce qu'en fait, il a participé à une chasse aux sorcières qui visait à faire taire un individu courageux qui absolument. voulait dénoncer donc quelque chose de profondément grave qui se déroule à Trappes. Donc, en fait, ce qui m'inquiète alors après, est-ce que c'était une tentative politique de le virer parce que malheureusement, on peut pas, on n'aurait pas pu, on va dire, l'exclure de sa fonction de maire juste sur ces principes-là que je viens de dénoncer. Donc peut-être que en fait, c'était un coup habile en soi, tu sais, qu'ils ont Ouais, joué pour le virer, mais on ne sait pas. Mais toujours est que pour moi, dans une société saine, cet individu aurait dû être de toute façon, de facto, être radié de son rôle de maire, qui a quand même un rôle important, hein. Le maire, c'est quand même la première entité politique qui a un lien, on va dire, avec le citoyen et qui même ouais, peut agir profondément. Un bon maire agit profondément donc pour sa collectivité. C'est très important. Le maire a un rôle qui est extrêmement important au sein de sa commune. Surtout s'il a envie de faire des choses et de les faire bouger. Donc, moi, je trouve que, tu vois, par exemple, il y a une loi sur le séparatisme qui a été votée. Il aurait pu être rajouté dans le texte qu'un maire qui
participe à ce genre de cabale ou qui fait pression sur des valeurs en gros anti-républicaines, qui donne, on va dire, du grain à moudre à des individus qui renient absolument tout ce qui fait en fait de la France, enfin ce qui faisait plutôt de la France une démocratie, donc c'est-à-dire la liberté de parole et de culte, l'égalité, la fraternité, enfin tout ce que tu veux, même si aujourd'hui ce sont des conceptions dépassées, ben, il n'en demeure pas moins que ce type d'individu devrait véritablement être puni, être radié au moment même où il aurait, on va dire, fait des pressions auprès de ce... Parce qu'en fait, à aucun moment, rien ne légitime cette chasse aux sorcières envers cet individu. À aucun moment. Euh, Totalement. D'autant plus que même, pour moi, il y a un deux poids de mesure énorme, c'est que, à mon avis, la ville de Trappes compte, je pense, un nombre assez conséquent de radicalisés, hein. À mon avis, j'aimerais pas avoir accès aux fichiers de la des GSI, mais je pense qu'il y a beaucoup de radicalisés à Trappes. Donc on voit bien, on va dire, le sens des priorités de ce maire qui va vraiment partir dans une croisade contre un pauvre prof de philo qui fait juste son travail et qui tire une sonnette d'alarme parce qu'il n'a que trop raison, alors que sa ville est gangrénée par un fléau qui pourrait lui coûter un jour sa tête, quoi. Donc, puis même, moi, c'est un idiot utile, une fois de plus. Je suis quand même très troublé par ces individus qui, même s'ils font ça pour des raisons politiques ou idéologiques, ne se rendent pas compte qu'ils tombent quand même dans un piège qui, pour eux, va leur coûter quand même beaucoup. Donc, je n'arrive pas à les comprendre. Et je pense que c'est des individus profondément dangereux qui ne doivent pas, de toute façon, accéder à ce type de fonction. Euh, et bon, je suis content qu'il ne soit plus maire de Trappes, même si, de toute façon, il va être probablement remplacé par l'un de ses avatars, puisque Oui. territoire perdu de toute façon de la République, mais je crois que maintenant on ne peut plus dire territoire perdu. Il me semble que Darmanin a dit Ah oui, que oui, c'est des quartiers un peu moins agréables. c'est moins sympathique, tu vois, voilà, c'est juste moins sympathique. Donc C'est ça. voilà, moi je pense qu'il faut, c'est bien de lutter contre l'islamisme, etc. Mais je pense que c'est très important que dans le dispositif législatif, on lutte aussi contre ces espèces d'idiots utiles, de ces pleutres-là, qu'il n'y a pas d'autre terme, et que vraiment on s'en occupe, quoi. Ouais. C'est-à-dire que personne soit radié, même puni pénalement. Mais bon, quand on est dans un état faible, c'est difficile à imaginer. Même si je pense qu'il s'est fait virer et que c'est plutôt un prétexte, tu vois. Oui, oui, non, Je mais je pense que pense, je pense aussi, voilà, hein, je c'est un pense prétexte. que il fallait s'en débarrasser parce que bon, il posait quand même un peu problème. Là, pour le coup, c'était un peu criant que le personnage n'était pas forcément porté le plus sur la France et la République, quoi, j'ai envie de dire. Donc, il y a des quartiers difficiles. Oui, voilà, c'est ça. Il disait que c'était des quartiers difficiles. Alors, sinon, quartier difficile, is the new Californie sans la mer, hein, parce que c'est vrai que maintenant on dit plus territoire perdu de la République, on dit Californie sans la mer. N'oublie jamais. La Novlan. Darmanin, il va te dire quartier difficile. S'il allait dans ce quartier-là seul, il se ferait soulever comme la Coupe du Ah, Monde. Lui, totalement. lui Totalement. qui fait kilo tout mouillé, bon, quand tu es ministre de l'Intérieur, tu dois avoir quand même une stature. On est bien loin des Charles Pasqua. Donc bon, de toute façon, je crois que Darmanin est le ministre de l'Intérieur qui est le plus pleutre que la France ait jamais porté. Peut-être avec celui qui était ami avec les malfrats et qui allait en boîte à 40 ans, là. J'ai oublié son nom tellement c'est un idiot celui-là. Comme il s'appelait? Castaner, Ouais, Castaner, voilà, qui allait avec les mafieux de Marseille, qui allait en qui voulait boîte comme un... mettre un genou à terre pour Adama Traoré. N'oublions jamais. Voilà, c'est-à-dire que dans une démocratie saine, un ado attardé comme Castaner n'aurait jamais dû être en fait ministre de l'Intérieur. C'est des prérogatives qui sont beaucoup trop au-dessus de lui. Tu vois, par exemple, dans le même style, autant c'est un homme de gauche, mais que tu peux respecter notamment pour sa culture et ses principes, c'est un homme comme Cazeneuve, tu vois. Qu'on l'aime ou Ouais. qu'on l'aime pas pour des idées politiques, je pense que Cazeneuve portait mieux la fonction qu'un Castaner, quoi. D'ailleurs, il y a une abîme entre ces deux-là. On découvre que le doc est finalement hollandiste hein, depuis le début. C'est un infiltré de chez Hollande. C'est ça, on va balancer les dossiers de Gen Z. Non, 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 mais il faut être toujours dans cette forme de nuance, c'est-à-dire que autant pour moi, c'est des gens qui ont mené aussi à la ruine du pays, mais on va être honnête, entre un Castaner et un Cazeneuve, il y a une galaxie qui les sépare hein, Oui, oui. au niveau de la stature, etc. Bon, même si Cazeneuve n'est pas non plus
le symbole de la virilité que pourrait représenter un ministre de l'Intérieur, excuse-moi, il n'en demeure pas moins que lui, il n'allait pas en boîte à 40 ans, quoi. Ouais. Voilà, donc. Voilà. On va passer à un autre sujet. Alors du coup, on en discutait un petit peu il y a 2 semaines. Les universités d'Europe Écologie Les Verts, du coup, on avait raison. Voilà, c'était le mot, qu'on disait tout à l'heure. On avait raison puisque, on avait dit qu'ils parleraient de beaucoup de choses, sauf d'écologie. Alors évidemment, hein, il a fallu parler d'écologie, mais 3 jours donc voilà, il y a eu le programme qui est sorti entre-temps. Et Front Populaire, on a fait un article, on va le survoler, hein, vite fait, c'est vraiment histoire de parler de ces journées d'été qui sont vraiment assez insolites et qu'on fait réagir sur le web, et sur Twitter. 3 jours, les militants vont se former à l'écologie, donc écologie, hein, bien sûr, mais également à l'écoféminisme. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est, l'écoféminisme, alors moi je connais pas. Est-ce que c'est... C'est quoi ça? Aucune idée, je sais pas. À la lutte contre le patriarcat, donc évidemment, ça va de pair. Aux politiques migratoires, donc les politiques migratoires is the new sans frontiérisme, et au conflit israélo-palestinien. Alors évidemment, Europe Écologie Les Verts, silicionniste, quoi. Le seul problème, c'est le conflit israélo-palestinien. Donc en mixité choisie, donc il y a pas mal de trucs. Tu plantes des carottes non genrées. Ça doit être ça l'écoféminisme. Ça doit être un truc du style. Donc évidemment, on a eu beaucoup, beaucoup de choses sur Twitter. Donc un festival en perspective, au-delà de toutes ces thématiques, ces 3 journées seront l'occasion pour les 5 candidats à la primaire des écologistes. Donc évidemment, Delphine Bateau, Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau et Jean-Marc Governatori, je connais pas, de s'exprimer individuellement et librement pendant 1 heure. Dans un sondage YouGov, là on s'en fout, Yannick Jadot surpasse la concurrence avec un score de 66,33% contre 11,22% pour respectivement Éric Piolle et Delphine Bateau. Donc pendant ces journées d'été, le parti va surtout devoir s'employer à limiter les polémiques auxquelles il nous a habitués ces derniers mois. Alors l'article dit va s'employer, mais en fait les journées été sont passées, c'était il y a 2 jours je crois, quelque chose comme ça. C'est peut-être terminé hier. Mais en tout cas ou alors ça se termine aujourd'hui, ça devait être ce week-end. Donc oui, c'est pas encore terminé, ou en tout cas ça vient de se terminer. Pour ne prendre que les exemples les plus récents de candidats à la primaire du parti ont créé des remous. Sandrine Rousseau a déclaré le 27 juillet sur la chaîne Twitch, donc une autre chaîne Twitch, je pense comment dire, la ligne édito est un peu différente de celle de Gen Z, Backseat, que l'écologiste n'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes. Donc voilà, ça faut pas. Alors le vélo c'est bien, mais faut pas que ce soit des hommes blancs parce que c'est plus de l'écologie. Je veux pas que ce soit ça, elle a dit, expliquant ensuite ne pas faire confiance, entre guillemets, donc je cite, à des personnes politiques, en l'occurrence des hommes, qui n'ont pas traversé d'événements qui les ont déstabilisés dans leur vie pour mener ce qu'on a à mener. Alors bon, évidemment, hein, c'est connu, il faut avoir fait un séjour en Afghanistan pour être un homme politique. Quant à Jean-Marc Governatori, hein, le nom est assez compliqué, il a expliqué le mercredi 4 août sur Facebook que quand on nous dit vaccinez-vous et tout ira bien, on fabrique des maladies. Voilà, bon, là. Alors, il y a le débat sur le pass sanitaire est une chose, les débats sur plein de trucs, la vaccination et ça, mais bon, là, c'est des propos qui sont quand même un peu cons, hein, on va pas aller plus loin. Une affirmation que cet anti-vaccin Covid revendiqué a expliqué ainsi: à partir du moment où vaccinez-vous, tout ira bien, ben on s'en fiche de son corps, on fait n'importe quoi, on peut fumer, on peut boire, c'est pas grave, il y a la vaccination. Donc ça, c'est un argument un peu pété. Donc voilà, donc c'était un petit peu le programme, et finalement on a le résultat. Donc ça c'est ce qui est attendu, et ça c'est ce qui arrive. C'est Éric Piolle qui nous balance des trucs sur la force de la créolisation. Donc je reprends ce tweet de Jean-Luc Mélenchon puisque c'est intéressant de voir à quel point il commence à y avoir vraiment comment dire, un rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Piolle, donc c'est quelque chose qui se voit depuis quelques semaines, mais ça s'acte de plus en plus. Donc merci Éric Piolle de prendre à son compte la bataille pour comprendre la créolisation et assumer l'humanisme. Donc assumer l'humanisme, évidemment, ça veut dire open bar. Je crois, donc Éric Piolle tweetait: je crois à notre projet radical qui ne fait pas de concessions, qui va jusqu'au bout. Je suis écologiste, je suis de gauche, je suis allié des féministes, je crois à la force de la créolisation. Donc croire à la force de la créolisation, c'est ce qu'on appelle, est-ce que c'est une théorie d'extrême droite, le doc, le grand remplacement, la créolisation? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as hâte d'être créolisé? Dis-nous tout. Plusieurs choses. Europe Écologie Les Verts est le cheval de Troie du wokisme en France. C'est-à-dire qu'ils essayent
de faire venir dans notre pays des idées qui ont donc ont vu le jour aux États-Unis, que l'on connaît donc, puisque tous les jours il y a un nouveau délire, et ils essayent donc d'instaurer ça en France. Ce campus donc qu'ils ont réalisé ce week-end là, cette grande messe donc d'Europe Écologie Les Verts, il a démontré l'écologie c'est juste une étiquette pour plaire à un électorat jeune qui a été biberonné depuis son enfance par des problématiques environnementales et qui pense que voter Europe Écologie Les Verts, c'est sauver la planète. Non, ce sont des gens dangereux. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt cocasse, c'est qu'ils prônent une diversité, alors que quand on voit la photo qui a été prise à la fin, on voit que des blancs. Donc je trouve ça plutôt cocasse. Donc ce sont des individus qui sont véritablement dangereux. Ensuite, sur la créolisation, là où je rigole doucement, c'est qu'on nous bassine à longueur de journée en nous disant que le grand remplacement est une conception, une théorie complotiste d'extrême droite, alors que pourtant, elle ne cesse d'être invoquée par la gauche comme quelque chose de positif et même de salutaire. Et là, par contre, il n'y a pas de levée de bouclier parce que vu que c'est vu comme quelque chose de positif, ça va. Ce n'est plus une théorie complotiste d'extrême droite, c'est le salut de l'Europe. Donc, Europe Écologie Les Verts est un parti profondément dangereux. On le voit qui déteste profondément notre pays, notre histoire, tout ce qui fonde l'identité française. Ce fut le cas à Bordeaux quand ils ont décidé de ne pas mettre en place le sapin de Noël. Ce fut le cas à Lyon quand le maire n'a pas voulu se rendre à une manifestation religieuse qui avait pourtant lieu depuis plusieurs décennies. Et tous les maires de Lyon avaient participé, qu'ils soient de droite ou de gauche, à cette manifestation religieuse qui était catholique et qui avait lieu à Fourvière. Donc, on voit bien qu'il y a un projet politique d'une détestation profonde de notre pays. Et ces gens-là, il faut les virer. Voilà, il faut les virer, il ne faut plus les revoir. Après, je pense que ça ne prendra pas. Je pense que de toute façon, ils ont des divisions internes qui sont extrêmement importantes. Que de toute façon, ça va tomber comme un château de cartes parce qu'à un moment donné, vu qu'on va dire ils utilisent l'écologie juste comme un prétexte, ben, à un moment donné, ça ne suffira pas parce qu'ils vont se faire démasquer. D'où le travail important que l'on fait aujourd'hui de montrer que ce sont des pleutres et qu'ils utilisent l'écologie comme un outil alors que l'écologie, c'est une question sérieuse dans laquelle il ne faut pas tomber dans la grande déraison, mais qu'il convient d'analyser calmement, et la droite doit s'emparer de ce sujet vraiment, et c'est même urgent. Donc voilà, c'est le wokisme à l'américaine qui essaye de venir en France, qui va trouver un certain écho auprès des enfants des baby-boomers et des 68 ans attardés. Euh, donc les enfants de mai 68 et donc leurs parents. Mais après, c'est tout, quoi, tu vois. Donc, il faut casser cette machine. Il faut casser Europe Écologie Les Verts, c'est salutaire. Vraiment. Ouais, totalement, c'est l'arme ultime de l'extrême gauche, et là, je montre justement cette photo donc qui est très sympa. Donc il y a pour te décrire le doc, parce que tu vois pas l'image, il y a Éric Piolle, Manon ou Marion? Manon Aubry, je crois, Manon Aubry, Julien Bayou et Clémentine Autain, donc on aperçoit donc c'est un peu Bienvenue en enfer, quoi. Genre, c'est si tu vas en enfer, je pense que c'est les gens que tu rencontres directement, et puis tu dois avoir une conversation avec eux sur la culture du viol et le wokisme. Le rassemblement antinational, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc Éric Piolle n'était pas le seul. Donc ça, c'était finalement simplement pour revenir sur le le rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Piolle, mais également le fait qu'il y a une partie de l'électorat, donc je vais pas sortir l'article, mais on a aussi vu que Arnaud Montebourg était candidat. Et ça peut être quelque chose, en tout cas il aspire à être candidat, ça peut être quelque chose qui va aspirer, un candidat qui peut aspirer les voix finalement de la gauche un peu plus républicaine, entre guillemets, qui était derrière Mélenchon, puisque Mélenchon s'est complètement converti. Il tient une campagne encore plus violente que Hamon en 2017 et est encore plus, comment dire, à cirer les babouches comme on a tendance à dire. Il tente, hein, il est en train de racler un peu et il se rapproche d'Europe Écologie Vert, donc il abandonne
la question de la souveraineté, parce qu'Europe Écologie Les Verts est un parti totalement européiste et totalement internationaliste, donc la souveraineté, ils en ont rien à péter, puisque de toute façon, pour eux, il y a pas de nation. Et donc typiquement, Arnaud Montebourg peut peut-être un peu peser dessus. Ouais, c'était simplement le petit, commentaire sur ce fait, d'actualité, et on peut revenir également sur un autre insolite de ce fabuleux campus, de l'enfer, qui est tout simplement Sandrine Rousseau, manquée pour le manque de diversité dans son équipe de campagne. Donc, parce qu'il y a cette fameuse photo qui a circulé, je pense qu'on va la voir. Alors que se terminait hier, samedi 21 août, les journées d'été écologistes, la candidate à la primaire ELV, Sandrine Rousseau, a été confrontée à une brève polémique sur les réseaux sociaux après avoir publié la photo d'une partie de ses équipes. Et donc, voilà, et Sandrine Rousseau, donc on prend comment dire, un tweet de quelqu'un, de Mehdi Haïfa AJR. Et Sandrine Rousseau, il serait temps d'arrêter de prendre, d'utiliser puis de jeter les racisés. Où sont les noirs et les arabes dans votre équipe de campagne? Oh wait, ils vous servent votre quinoa et votre jus de pamplemousse bio, équitable. Alors évidemment, je pense que, ah, ça ouvre la page. La photo, voilà, je pense que est-ce qu'il y a besoin, franchement, je mets la photo. Bon, on dit pas d'attaque sur le physique, pas d'attaque sur, mais finalement la photo parle d'elle-même. Vous êtes bien d'accord. La photo parle d'elle-même. Bon, il y a quelqu'un qui avait fait des commentaires sur le fait que ce soit jetable, des trucs, des assiettes jetables et tout ça. Bon, au-delà de ça. Au niveau de la sociologie, le sociotype Europe Écologie Les Verts. Bon, bah voilà, c'est voilà, le doc, tu penses quoi des trottinettes électriques et du quinoa? Je sais pas, peut-être que tu pourrais aller en débattre au campus ELV. Donc voilà, cette photo a fait polémique et elle a été supprimée. Sandrine Rousseau a d'ailleurs, je crois, assez rapidement supprimé la photo. Oui, ouais, c'est ça, donc on a son tweet. Oui, j'ai supprimé la photo d'une partie de mon équipe car il est inacceptable qu'elle soit la cible de cyberharcèlement et de raids de la fachosphère. Ouais. Hashtag get a life. Voilà, toujours le poncif traditionnel de la fachosphère, qui d'ailleurs n'est pas que utilisé par la gauche, puisque des hommes comme Xavier Bertrand ont déjà utilisé cette expression. Ouais, Euh, Notamment quand on lui avait reproché à l'époque d'avoir financé une partie d'un lycée privé musulman qui se trouvait à Lille, j'ai oublié le nom du lycée. Mais il avait accusé la fachosphère de relayer ces infos. Donc attention, hein, c'est un terme que l'on retrouve aussi à droite, dans un petit peu cette droite molle sans colonne vertébrale, qui se plaît, on va dire, à penser qu'il y a une fachosphère très méchante sur Internet, qui commet des raids et qui en fait juste qui usent de leur liberté d'expression et qui pointent du doigt les contradictions qui sont juste criantes. Et heureusement que d'ailleurs il y a des gens qui mènent ce travail, il faut désigner les traîtres et les gens qui sont profondément dangereux pour notre pays, et donc c'est important de le faire. Donc on voit toujours le ad Hitlerium, en gros, toujours l'idée de rabaisser ses opposants au fait qu'ils appartiennent à la fachosphère, mhm. au fascisme. Voilà, on retrouve, c'est toujours le même schéma qui se répète avec eux, qui de toute façon d'ailleurs ne marche plus. C'est-à-dire Ouais. qu'on est à un point donné où le terme facho a tellement perdu de sa substance qu'en fait il va se retourner contre ceux qui n'arrêtent pas de l'utiliser. Donc plus ils l'utiliseront, mieux c'est en fait, tu vois. Par contre, il est possible que vu que la gauche a l'apanage dans la création de nouveaux mots, que dans quelques années, on voit l'apparition d'un terme qui sera probablement en anglais pour désigner, là encore, alors ce ne sera pas far-right, comme, excusez-moi pour cet accent pitoyable, mais ce ne sera Non, pas, non, mais on sent la France, hein, ça sent la France, ton accent. ça sera pas, tu sais, des expressions que l'on connaît déjà, mais je pense véritablement que la gauche, dans quelques années, va nous pondre un nouveau terme, en fait, pour désigner ben, le facho, quoi, enfin, ce qu'ils appellent Ouais, le facho, bon, vu que c'est devenu un fourre-tout maintenant, puisqu'il suffit d'être juste maintenant d'une gauche républicaine pour être taxé tellement. par de facho, donc tu vois que le prisme est large, mais je suis convaincu que dans les années à venir, voyant que le mot facho a perdu toute sa substance, ils vont en créer un nouveau, donc on va suivre ça de près.
Il est probable qu'on se fasse insulter dans quelques années avec ce nouveau mot. Donc, ouvrons les paris. Les jeux, voilà, ouvrons les paris. Qu'est-ce que ça va être? Sûrement un terme en anglais. La cote est très basse pour cette idée. Donc voilà, on attend de voir, tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, il y a déjà, ça a déjà plus ou moins, c'est déjà plus ou moins le cas, puisqu'il y a, mis à part le terme facho, qui évidemment, du coup, à force d'être répété, n'a plus aucun sens, puisque tout le monde est facho, alors personne n'est facho, et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a aussi ce truc avec l'extrême droite. Du coup, on parle d'extrême droite en montrant Marine Le Pen, qui finalement est une candidate plutôt de gauche sur plein de sujets. Je veux dire, si l'extrême droite et le fascisme, c'est enfin, le référendum d'initiative citoyenne, je veux dire, comme aspiration fasciste, je pense pas que Mussolini soit très porté sur le RIC, tu vois, par exemple, hein, je pense pas que c'était... D'autant plus que même des hommes comme Lionel Jospin qui ont participé activement à parler d'une éventuelle menace fasciste qui planait en France, a lui-même dit il y a quelques années lors d'une interview, vous tapez Lionel Jospin fascisme, vous la trouvez de suite, a lui-même dit que c'était un épouvantail qu'ils avaient Oui, construit absolument. plus ou moins avec la droite pour assurer un partage du pouvoir équitable, quoi. Hein, voilà, donc Oui, tu vois, absolument, mais du coup, c'est vraiment, à force d'utiliser ce mot-là, le souci, ce qui s'est passé, et c'est déjà le cas, hein, et d'ailleurs j'avais le débat récemment avec quelqu'un, c'est qu'au final, le terme extrême droite est complètement vidé de son sens, parce que l'extrême droite, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un parti, c'est-à-dire qui a des aspirations très autoritaires, je veux dire plutôt militariste, anti-parlementariste, pas vraiment démocrate, hein, voilà, c'est qui veut renverser la République en général, enfin, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et le fait est que enfin, Marine Le Pen, on dit que c'est l'extrême droite, alors que c'est pas du tout l'extrême droite, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et du coup, maintenant, pour parler d'autres, j'ai vu des articles, hein, notamment sur Éric Zemmour, on va le nommer, on dit plus d'extrême droite, on dit d'ultra droite conservatrice, parce que moi je sais pas si tu connais la différence entre l'ultra droite et l'extrême droite, moi je connais pas, enfin ça n'existe pas. vous inventez la ultra massive turbo giga C'est droite, ça. 3 moteurs plus V2. Bon, faut arrêter à un moment donné les conneries. De toute façon, d'ailleurs, on va voir qu'ils vont utiliser le mot conservateur comme quelque chose de profondément mauvais et comme étant vraiment le pire des mots possibles pour définir un adversaire politique. Et à force, ils utiliseront aussi réactionnaire. Tu verras, de toute façon, dans les prochaines présidentielles, si Éric Zemmour se présente, ils vont utiliser un champ lexical qui va être profondément dans une volonté vraiment de toujours ce ad literium, Ouais, c'est-à-dire. ouais, c'est ça. D'ailleurs, je dirais même plus, je pense qu'il y a il y a quelque chose de profondément malsain dans le fait que la plupart des médias aujourd'hui qui sont orientés à gauche utilisent sans cesse ce rappel donc de toute de ce champ lexical donc de la Seconde Guerre mondiale avec le fascisme, le petit moustachu énervé, enfin tout ce que tu sais, pour dénigrer des personnalités politiques adverses parce que pour moi ça vise aussi à rendre plus acceptable ce qu'était justement le fascisme italien, par exemple. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser sans cesse facho pour dénigrer son adversaire, vu que les adversaires politiques qui ont le sobriquet de facho sont en réalité des gens qui sont parfaitement normaux et qui ne prônent aucune forme de radicalité politique, eh ben, ça vise en fait à faire un amalgame entre ces gens-là, qui ne représentent aucune menace, et une menace qui existait bien à une époque, qui était le fascisme, qui était un État qui écrasait et oppressait les individus. Et donc, je pense que c'est profondément délétère et malsain de faire cet amalgame dans la tête des gens, de créer ce rassemblement, parce que ça vise à oublier ce qu'étaient ces régimes-là, en Oui, fait. bah, totalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tout le monde est facho, personne n'est facho. Et donc, à partir du moment où tu utilises le mot pour tout le monde, eh bien, quand tu as un véritable fasciste, quand tu as quelqu'un de véritablement fasciste et d'extrême droite en face de toi, eh ben, tu le reconnais pas. Tu n'as plus de terme pour le penser, pour le voir, et donc, bah, tu passes à côté.
Donc là, pour l'instant, ça va. Je veux dire, on arrive à voir à peu près, on arrive à trier le bon grain de livret puisqu'il y a encore une certaine, je veux dire, un bon sens populaire qui fait qu'ils ont bien compris que, le Rassemblement national, c'était pas facho et que Éric Zemmour, c'était pas un vilain facho, que c'était quelqu'un de profondément républicain et qui venait même plutôt de la gauche républicaine. Mais enfin, c'était plutôt un chevènementiste. Chevènement, on peut pas le rep on peut le repro enfin, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est quand même assez loin du fascisme, je veux dire, c'est comme ça. Donc quand on se retrouve face à quelqu'un qui est véritablement d'extrême droite, et ben, on n'est plus capable de le nommer et donc on commence à inventer des mots qui sont vides de sens puisque ultra droite, ultra conservateur, je veux dire, en plus on nomme des choses, on dit des gens qui sont conservateurs alors que c'est plus des conservateurs parce que, Éric Zemmour n'est pas conservateur, il est réactionnaire, tu vois? Véritablement et réactionnaire au sens, je veux dire, pour moi, c'est pas péjoratif. C'est pas quelque chose de péjoratif, c'est quelqu'un qui veut juste revenir à un ordre, voilà. Mais c'est comme ça et du coup, on n'est plus capable de nommer les choses correctement et ça crée un vide. Donc ces appellations n'ont plus aucun sens et le terme de fachosphère, c'est bidon et c'est inutile. C'est inutile au possible et plus personne ne marche dedans en plus, donc c'est ça le pire. On va passer alors il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 25 petites minutes. Donc on va passer peut-être au sujet un peu brûlant, on va dire, un sujet, d'actualité, tout le monde en entend parler, c'est presque plus que le covid, hein, j'ai l'impression, on en parle quand même beaucoup. La crise afghane, donc les talibans, qui ont pris le pouvoir, bon, c'était sans surprise puisque c'était quelque chose de prévu. Tout le monde a eu un espèce d'effet de surprise, mais depuis les accords, je crois, de Doha, si je me plante pas, entre Donald Trump et justement les talibans, c'était quelque chose qui était prévu. Le retrait, dès le retrait des Américains d'Afghanistan, les talibans devaient plus ou moins reprendre le pouvoir, euh, sous condition donc qu'ils ne financent pas le terrorisme international, etc., etc. Enfin, il y avait quelques conditions. Et tout le monde est surpris par ce truc-là, et donc il y a évidemment Éric Zemmour, je vais dire, Emmanuel Macron, pardonnez, hein, de l'amalgame, et du lapsus révélateur, voilà, peut-être un jour. Les propos, donc il a tenu un discours, donc c'était quand? Je sais plus quand était son discours, c'était la semaine dernière. Les propos tenus lundi 16 août, donc c'était lundi 16 août par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisuelle ne sont pas passés inaperçus dans la classe politique. Au cours de son intervention au sujet de la situation chaotique en Afghanistan, le chef de l'État a évoqué des conséquences majeures pour l'ensemble de la communauté internationale. Donc on a aussi vu Joe Biden, tu pourras peut-être nous faire un petit point sur les propos de Joe Biden. Euh, Cette phrase a immédiatement provoqué de très vives réactions à gauche puisqu'il a dit, voilà, c'est ça, il a osé dire, attention, la phrase, voilà, encore une fois, on est dans l'aspiration fasciste. euh, il a annoncé une initiative conjointe avec l'Union européenne afin d'anticiper et de se protéger contre les flux migratoires irréguliers importants. Alors, flux migratoires irréguliers, c'est-à-dire c'est des personnes qui viennent clandestinement, c'est-à-dire des personnes qui vont venir comme ça, irréguliers en plus, bon, bah, c'est le fait tout simplement qu'ils arrivent massivement. Cette phrase a immédiatement provoqué de très vives réactions à gauche. Voilà, puisqu'on a vu aussi dans la même soirée, je crois, le hashtag Emmanuel Le Pen, hein, donc voilà, parler de flux migratoires irréguliers, c'est être le péniste. Donc l'eurodéputé et candidat à la primaire écologiste Yannick Jadot s'est dit sidéré que le président de la République déclare que les femmes, les hommes et les enfants qui fuient l'enfer des talibans sont d'abord une menace des migrants irréguliers avant d'être des victimes et potentiellement des réfugiés. Il a pas du tout dit ça, hein, d'accord. En plus, enfin, c'est absolument pas ce qu'il a dit. Il a juste dit qu'il fallait contrôler les flux irréguliers d'immigration. Bon, c'est tout. Un avis partagé par les députés insoumis Adrien Quatennens. Bon, je vais passer toute la clique plutôt gauchiste qui s'est énervée, ils se sont vraiment énervés sur lui en disant que finalement Emmanuel Macron est un président d'extrême droite, hein, est un dangereux facho. Et je fais un petit tour et puis ensuite tu me diras ce que tu penses dans sa globalité de la situation, Doc. Et je vais passer ensuite aux élus peut-être un peu plus à droite. D'abord, plusieurs élus ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme sur l'impact direct d'une reconquête talibane qui pourrait se transformer, selon eux, en nouveau terreau du terrorisme islamiste dans le monde, évidemment, hein, même si ça fait partie des clauses. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à un taliban? On verra avec le temps. Le risque terroriste est très clair, les talibans sont toujours liés à Al-Qaïda et ses franchisés, notamment au Sahel, pointe le sénateur LR
Bruno Retailleau en ressortant un rapport de l'ONU publié en mai, dans lequel était rappelé que les exécutions sommaires de 2400 civils étaient rappelées les exécutions sommaires de 2400 civils par les talibans. Eric Ciotti voit la chute de Kaboul comme une victoire de l'islamisme. On peut craindre la relance d'un terrorisme d'État en Afghanistan, remodelé par les terroristes dans nos quartiers. C'est une défaite terrible et une menace gigantesque. Marine Le Pen voit quant elle un avertissement et dénonce terreur obscurantiste liée à la talibanisation. On va reprendre aussi, je pense, ça peut être pas mal, les propos d'Éric Zemmour à ce sujet, puisqu'il s'est exprimé, hein, il a fait un petit communiqué, il me semble, le jour même où oui, il a fait un communiqué complet, il a fait un thread, comme on dit sur Twitter. Laissez-moi le retrouver. Pam, pam, pam. Voilà, donc derrière le tragique des images de la chute de Kaboul, nous recevons trois enseignements. Kaboul tombe comme Saigon il y a 50 ans. C'est la même hubris américaine qui est punie, mais l'islam a remplacé le communisme comme totalitarisme, asservissant les peuples et luttant contre l'Occident. Nous aussi aurons à subir les conséquences, instabilité régionale, risque terroriste, immigration. Chez nous, les éternels adorateurs de l'autre nous pressent déjà de faire venir de nouveaux boat people. Ne nous laissons pas prendre au mirage d'un faux humanisme, nous n'avions rien à faire chez les Afghans et les Afghans n'ont rien à faire chez nous. Donc, je pense que c'est évidemment un très beau communiqué, c'est un très beau thread qui résume finalement un petit peu la pensée de pas mal de personnes à droite. Tu peux dire ce que tu en penses déjà de la situation en Afghanistan et puis finalement des réactions que ça a suscité tout simplement dans la classe politique française et internationale au passage. Ben, alors, je pense que la prise de Kaboul par les talibans souligne à quel point Huntington avait raison dans son choc des civilisations. On est arrivé à une ère où deux mondes s'affrontent, donc l'Occident et notamment l'islam, en fait. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des États-Unis qui sont à l'image de leur président, c'est-à-dire vieux, en fin de course un petit peu, avec des difficultés de se rendre compte véritablement des problématiques. J'ai même vu que Joe Biden avait dit il y a quelques jours lors d'une interview, alors un journaliste lui parlait de cette fameuse photo où on voyait plus de 500 Afghans entassés dans un avion militaire. Et Joe Biden répondait: Ah, mais c'était il y a 4-5 jours, ça n'a plus d'importance. Comme si, en fait, parce que ça avait lieu il y a 4-5 jours, c'était une information qui n'avait déjà plus d'importance. Donc, on voit un président qui est complètement déconnecté de ce qui se passe là-bas. Il a même dit qu'il allait y avoir probablement des morts du côté des soldats américains qui étaient encore sur place, avec une forme de fatalité qui est un petit peu malsaine, je trouve. Euh, je pense que les troupes sur place apprécieront le soutien de leur président. De toute façon, je pense que Biden ne finira pas son mandat et qu'il sera remplacé avant la fin de celui-ci par Kamala Harris. Je me demande même si c'est pas elle qui pilote les États-Unis, tellement en fait il est en perte de vitesse et qu'il est sénile. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Maintenant, les médias commencent à se réveiller comme si c'était pas déjà visible depuis plusieurs mois. Donc, les États-Unis, c'est le colosse au pied d'argile qui a donc les États-Unis, c'est le colosse au pied d'argile, et cet événement prouve de facto qu'on ne peut pas, dans des pays qui sont de culture musulmane, installer un régime démocratique qui est né dans la Grèce antique et qui est l'aboutissement de valeurs helléniques qui se sont ensuite propagées en Occident. Ce n'est pas possible. La démocratie n'est pas un régime politique qui intéresse les Afghans. D'autant plus que la plupart de la population est illettrée et de toute façon souhaite l'application de la charia. Donc, à partir de là, comment on peut instaurer un régime démocratique qui est basé notamment sur un état de droit, sur le vote, sur une forme d'égalité, alors que dans un même moment, ces individus-là prônent une charia, c'est-à-dire également une forme de misogynie institutionnalisée. Je me pose la question en fait. Je crois qu'il faut cesser ces entreprises à l'international. Il faut cesser de se présenter comme les gendarmes du monde et de jouer à faire la guerre euh, dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes dans une logique de guerre de civilisation. Nous devons avant tout protéger la nôtre.
et c'est-à-dire se focaliser donc sur nos pays, sur notre identité, sur notre culture, sur notre histoire. Je pense aussi que l'argent qui a été utilisé massivement donc, dans ces conflits serait plus utile au sein même donc, de nos pays, qui méritent par exemple des infrastructures beaucoup plus élaborées. On a vu que l'hôpital public était complètement à la ramasse avec la crise du Covid. Ce serait peut-être une bonne idée d'injecter de l'argent dans ce secteur-là et arrêter d'aller vouloir imposer la démocratie à des peuples qui de toute façon n'en veulent pas. Donc ça, c'est véritablement la leçon que nous devons retenir donc, de cet événement. Nous ne sommes pas légitimes pour être les gendarmes du monde. Personne ne veut de la démocratie sauf les Occidentaux. Et en fait, là, je vois aussi quelque chose qui me marque profondément. C'est-à-dire qu'on a des individus qui appellent à ce que des Afghans viennent chez nous en disant qu'ils sont en danger à cause des talibans. Sauf qu'il me semble que les talibans prônent un islam radical avec la charia. C'est ce qu'on retrouve dans certains quartiers français, mais pourtant ils font les autruches. Donc pourquoi quand c'est là-bas ça marche et quand c'est en France ça marche plus? Donc est-ce que l'islam est compatible donc avec le droit des femmes, l'égalité et les valeurs démocratiques? Puisque si c'est pas le cas en Afghanistan, c'est pas le cas non plus chez nous. Mmh. Donc, va falloir se décider, les gars. Europe Écologie Les Verts, va falloir trancher à un moment donné. Donc, c'est quoi? Donc, puisqu'ils fuient une forme de radicalité, pourquoi vous essayez pas que cette radicalité n'ait surtout pas lieu en France, en fait? Puisqu'ils sont eux-mêmes conscients qu'il y a il y a une dissonance là-bas. Mais pourtant, la dissonance, elle est chez nous aussi, avec un islam radical qui gangrène complètement donc, les cités et ailleurs d'ailleurs, parce que c'est pas que les cités maintenant, hein. Ça se développe dans les périphéries urbaines, etc., hors la cité. Hein, on est sorti de ce cadre-là. Il faut s'en rendre compte. Hein. Donc, moi, je me pose cette question, pourquoi ce deux poids, deux mesures? Parce que c'est loin, parce que c'est ailleurs, et que ça compte pas? Mais non, ça ne marche pas. Et c'est là qu'on va voir que je pense véritablement que la crise afghane va aussi faire bouger les choses ici en France, parce que ça va soulever cette question-là. Cette question de savoir si l'islam radical est compatible avec toutes ces valeurs démocratiques, le féminisme, etc. Et la réponse, en fait, elle est sous nos yeux. Non, c'est pas possible. Donc, il va falloir que Europe Écologie Les Verts, les idiots utiles donc de la France insoumise se réveillent, c'est-à-dire que là, ça y est, ils ont bien dormi, ils ont fait une bonne sieste, c'est cool. Maintenant, le réveil va sonner, ça va faire mal, mais je pense véritablement que la crise afghane va avoir cet avantage, même s'il va y avoir des inconvénients, notamment une vague migratoire qui va être incontrôlable et très difficile à gérer, puisque comme tu l'as dit, Macron, dans sa politique du en même temps, veut rassurer une partie de la droite en vue des élections en disant ne vous en faites pas, on va bloquer les flux irréguliers, l'Europe n'a plus les moyens de le faire, on a complètement abandonné. Et à côté de ça, Gabriel Attal qui dit le lendemain, on va accueillir des milliers d'Afghans. Des milliers d'Afghans. Donc à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, Mmh. toujours cette politique de l'en même temps qui est propre à Emmanuel Macron, et de l'autre, la dissonance des idiots utiles qui vont devoir se réveiller parce que le réel, en fait, il est sous leur museau. Voilà. Oui et puis, tu parlais justement de ces élus, écologistes, enfin oui tu oui, tu as nommé Europe Écologie Les Verts, mais c'est vrai qu'on a eu des élus, notamment Éric Piolle, qui se sont dit, bon déjà qu'on traitait, Emmanuel Macron de président d'extrême droite, hein, fallait le faire, fallait oser. Je suis pas sûr que je l'aurais tenté, mais et qui également, appellent à, comment dire, plus de migrants, plus d'Afghans, enfin ils veulent, comment dire, accueillir la terre entière. Mais tu disais finalement, oui, il y a une dissonance, mais finalement il y a pas vraiment de dissonance, c'est-à-dire que leur haine de la France et de la nation l'emporte. C'est-à-dire que pour eux, de toute façon, heu, islamisme, oui, probablement, fondamentalement, je pense que c'est des personnes qui sont de la woke culture, qui croient à la liberté individuelle, machin, tout ça, qui sont vraiment là-dedans et le ce mon moi et surtout pas m'offenser et cetera. Mais à côté de ça, leur détestation de la France les pousse à accepter, ce genre de choses et c'est tellement profond, tellement violent que du coup, ils passent outre et ils se disent que bon, finalement ils ferment les yeux sur l'islamisme et ils ferment les yeux sur l'islam qui monte en banlieue et qui détruit complètement les quartiers et qui crée, notamment un terreau, terroriste, quoi. Toujours sur, oui, tu voulais? Pour le dire rapidement, et c'est en une phrase, Vas-y, c'est vas-y. que
ces idiots utiles-là ne se rangeront jamais du côté de la France, quoi qu'il arrive. Ah C'est-à-dire que oui. si on est dans une situation où on a les talibans aux portes de Paris qui sont à deux doigts de prendre le pouvoir, ce seront les premiers à signer avec eux, à faire tout ce que tu veux, à être Ah oui, vraiment totalement. utile jusqu'au bout. C'est-à-dire que Ah oui. jamais, même aux portes d'une possible mort, quoi, certaine, jamais ils ne se rangeront du côté de notre pays. Donc vous savez à quoi vous en tenir, mais je sais que les gens qui écoutent cette émission n'iront jamais glisser un bulletin de vote Europe Écologie Les Verts, quoi. C'est une Oui, certitude. totalement. C'est un parti, comment dire, un parti de la paix à coûte que coûte et on sait à quoi ça mène. Donc on a un peu le comique de l'année selon Atlantico, hein, donc ça y est, on l'a. C'était dur à trouver quand même, on est en août, il a fallu creuser. Mais Jean-Yves Le Drian espère un gouvernement inclusif à Kaboul. Donc il cherche l'inclusivité. Il est ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il a pour mission et pour vocation de s'occuper des pays étrangers. Il y a des pays étrangers qui lui sont plus étrangers que d'autres. Tel est le cas, donc excellent article, tel est le cas de l'Afghanistan. Dans une déclaration remarquée, Jean-Yves Le Drian s'est adressé aux talibans pour leur demander de former un gouvernement inclusif. Le mot inclusif étant, comme chacun le sait, la tarte à la crème de la doxa bien pensante. Il a sorti cette supplique d'une autre revendication. Jean-Yves Le Drian souhaite que ce gouvernement soit aussi égalitaire. On comprend bien qu'il s'agit là de la parité homme-femme. En attendant ces propos qui ont cheminé jusqu'à Kaboul, les talibans ont posé leurs armes en se tapant le cul par terre de rire. Bon, évidemment, on creuse dans notre bêtise. Le Drian, qui a quand même un petit peu poussé, hein. Je sais pas ce qu'il lui a appris. Il s'est dit, tiens, je vais. Voilà, il aspirait probablement à être le comique de l'année pour Atlantico. Donc félicitations à lui. Bon, en attendant, on a les résultats de l'inclusivité, puisque. Mais sur le Drian, vite fait, qui Vas-y. est marrant, c'est que souvent il est cité comme étant un très bon ministre des Affaires étrangères. Je me souviens que même certaines personnalités de droite, quand Emmanuel Macron a été élu, vraiment étaient très contents que Mhm. le Drian soit toujours à son poste, etc. Comme quoi c'était un grand homme, etc. Mais il ne faut pas oublier d'où il vient, hein. C'est-à-dire qu'il vient du Parti socialiste. Donc il y a cette forme de naïveté congénitale de naissance qui est vraiment imprégnée dans le logiciel de gauche, aussi à droite, hein, chez certains bien entendu. Donc en fait, c'est pas étonnant, mais alors vraiment, c'est pas rassurant de tenir ce genre de discours et d'avoir des prérogatives aussi importantes, surtout le ministre des Affaires étrangères quand même, qui fait partie de ces ministres qui relèvent euh, d'un intérêt majeur quoi, au sein donc, Ouais. du gouvernement. Donc c'est vraiment inquiétant, hein. Ouais, totalement. Et puis du coup, là, je montrais en direct les résultats d'un gouvernement inclusif, puisqu'on a le visage des nouveaux ministres afghans. Donc, je vais pas prononcer les noms, hein, parce que je suis désolé, j'ai pas révisé mon arabe, mais le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Renseignements, des Communications et le président du mouvement. Donc, c'est des hommes qui sont tous des anciens détenus de Guantanamo, au passage. Donc, il y a une certaine. Voilà, il y a un bain qui s'est créé à Guantanamo. Ils étaient potes de prison, potes de cellule. Et finalement, bon, from zero to hero, comme on dit, hein. Et donc ces mecs-là sont désormais ministres de l'Afghanistan. Donc en termes d'inclusivité, je voulais juger, hein. Je pense que là, on n'est pas sur de la parité pure et dure. L'inclusivité, la variété, peut-être au niveau de la barbe, on sent que de temps en temps, il y a une mode. Le doc, encore 3-4 cm et normalement, tu peux avoir un poste. Je, je pas 3-4 cm supplémentaires et tu peux. Au Guantanamo, qu'il faut bien comprendre, c'est que Guantanamo, c'est vraiment la représentation physique de cette faculté qu'ont les Américains à fabriquer leurs propres ennemis. Ouais, Puisque déjà par le biais donc, de la CIA qui a entraîné les Moudjahidines, qui étaient vus par Jimmy Carter comme les combattants de la liberté, que parmi ces gens-là, il y avait notamment un certain Oussama Ben Laden qui a ouais. commis donc, le cerveau des attentats du 11 septembre et Guantanamo, qui est une prison où il y a une pratique de la torture qui est clairement connue, puisqu'il y a des rapports de la CIA qui sont parfaitement explicites sur les tortures qui sont pratiquées à Guantanamo, notamment donc, des isolations donc, des prisonniers avec de la musique rock 24 heures sur 24,
des humiliations, notamment sexuelles, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a là? On a un nouveau gouvernement taliban qui a été créé dans les geôles de Guantanamo. Et autant te dire qu'à mon avis, ils n'ont pas un amour envers les États-Unis qui est très grand. Donc c'est pour Ouais, ça que c'est fort probable que l'Afghanistan redevienne le laboratoire expérimental du terrorisme à l'international. Ça paraît évident, et d'autant plus que maintenant, la Chine a des billes dans tout ça, et si c'est un moyen pour la Chine de déstabiliser l'Occident davantage, elle va le faire, hein, quoi. Donc, ouais. c'est inquiétant. Ouais, totalement. Bah, du coup, on sait qu'aujourd'hui les 2 pays qui discutent, bon, il y a la Russie, mais il y a aussi la Chine. Lequel te donne le plus confiance, Jean? Ah bah, je dirais, je ne me prononce pas, hein, là, sur la photo, bon, ils ont pas l'air très sympathiques les mecs, mais bon, écoutez, c'est l'inclusivité. C'était la volonté de Le Drian, hein, bravo à lui. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'Afghanistan, je sais pas, c'est vrai que c'est un sujet assez complexe, c'est un sujet, je pense qu'on peut en parler des heures. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, c'est vrai qu'en termes de politique internationale, de ce qui peut se passer là-bas, de civilisationnel, c'est toujours compliqué. Donc on a beaucoup de vannes, hein. Il manque Mélenchon, il manque Plenel. On se demande où est Edoui Plenel sur la photo. Donc oui, non, non, il n'a pas été sélectionné. Il appelle, hein. C'est comme Manuel Valls. Ça va être l'équivalent du Manuel Valls là-bas. Il va décrocher son téléphone toutes les 5 minutes pour essayer d'avoir une place en Afghanistan. Et sur quoi on pourrait conclure? Est-ce qu'on conclut là-dessus? Ah oui, il y avait cet article de Valeurs Actuelles, donc qui peut être un peu insolite, hein, pour terminer. Ça permettra d'alléger un petit peu la fin d'émission. Donc Espagne, donc à Gijón, je sais pas, je parle pas du tout espagnol, je suis navré si je défonce le nom de la ville. Les corridas suspendues après la mise à mort de 2 taureaux appelés féministes et nigérians. À Gijón, en Espagne, la mise à mort de 2 taureaux au surnom polémique fait scandale depuis plus d'une semaine et a même entraîné la suspension des corridas dans la ville, un événement exceptionnel dans un pays encore très attaché à la tauromachie. Depuis quelques années, à l'instar de la chasse, le tauromachie n'a pas très bonne presse auprès d'une certaine population, donc on sait qui est cette population, pour qui l'argument de l'antique tradition locale n'est que peu de choses face à la mort d'animaux. Donc on a évidemment Émeric Caron en Espagne. En cause, a expliqué là, donc forcément, avec une telle réputation, l'activité est largement surveillée et le moindre dérapage peut servir de prétexte à en limiter la tenue. Et c'est ce qui vient d'arriver à Gijón, où depuis le jeudi 19 août, la pratique de la corrida a été suspendue. En cause, a expliqué le maire socialiste Ana González, une corrida s'étant tenue une semaine plus tôt dans la plus importante arène de la ville et pendant laquelle plusieurs lignes ont été franchies. Selon BFM TV, ce sont les noms de 2 taureaux mis à mort à cette occasion qui ont mis le feu aux poudres. L'un d'entre eux était appelé féministe, l'autre nigérian. Alors j'ai pris cet article un petit peu comme prétexte puisque ça permet de conclure sur, bon déjà l'absurdité de la situation, parce que donner des noms, c'est une gage probablement d'extrême droite, encore une fois. Mais la tauromachie, t'en penses quoi? C'était pour avoir ton avis un petit peu sur la tauromachie et la corrida, Doc. Alors moi, j'habite pas loin de Nîmes, donc Ouais? j'ai déjà participé à plusieurs corridas, enfin, en tant que spectateur, hein, Oui, tu oui, l'auras non, compris, tu l'as jamais, non, tu jamais fait le non. dans l'arène. Et moi, c'est vrai que c'est pas un spectacle qui me plaît. Voilà, je rentre pas non Mmh mh. plus dans les considérations animalistes, etc. Mais en fait, ce qui m'agace avec la tauromachie, alors peut-être que certains qui m'écoutent ne seront pas d'accord avec moi, c'est que je trouve que le combat est inégal dans la mesure où le taureau arrive. Il y a donc, alors j'ai pas les termes exacts de la corrida parce que je sais que c'est très hiérarchisé avec des noms bien spécifiques Oui, pour oui. tel rôle. Mais je sais que le taureau rentre, on le fatigue un peu. Il y a des gars qui arrivent et qui les piquent en gros déjà bien avant pour le fatiguer, etc. Donc bon, moi je trouve que c'est déséquilibré, d'autant plus que ce que j'aime pas vraiment, c'est que le taureau, quand il rentre dans l'arène, il sait qu'il va mourir dans tous les cas. Ouais. C'est-à-dire que souvent dans la tauromachie, on te prône cette idée que c'est un combat entre l'homme et la nature, etc. Et que c'est soit l'homme qui gagnera, soit la nature. Mais c'est pas vrai, puisque dans tous les cas, en fait, le taureau va mourir, puisqu'en fait, on l'entame bien avant. Et après, donc, c'est le matador, il me semble, hein, c'est le terme.
qui se charge du travail. Et même si le matador donc meurt, parce que ça arrive aussi, hein, que des matadors soient morts donc pendant des corridas, et bien de toute façon, le taureau sera tué. Mmh. Donc, en fait, moi, j'aime pas cette espèce de, comment on pourrait dire, il y a une hypocrisie en fait. Soit vous allez Ouais. jusqu'au bout, c'est-à-dire vous prenez un taureau vraiment déter, qui n'est pas affaibli avant, vous le mettez contre un gars et on verra vraiment qui gagne. Donc, c'est-à-dire c'est soit le mec, soit le taureau, on va jusqu'au bout, etc. Donc, avec les risques que le matador connaît, c'est-à-dire qu'il sait pertinemment que il risque d'avoir des gros problèmes s'il échoue. Mais moi, vraiment, je prône pour cette égalité-là. C'est-à-dire que soit vous allez au bout de votre idée, vous prenez un taureau en pleine forme et vous l'affrontez seul, Mmh. donc sans l'aide de tous les mecs qu'il y a autour, ou soit vous le faites pas. Alors, il y en a qui me diraient, oui, facile à dire, toi qui ne le fais pas, qui est spectateur. Mais non, je trouve que, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je trouve que c'est déséquilibré de base, en fait. Bah, Qu'est-ce que moi, t'en penses? écoute, moi, j'ai jamais assisté pour le coup à une corrida. J'en ai vu évidemment des vidéos, et cetera. Parce que c'est quelque chose je connaissais pas du tout, hein. Moi, je suis à la base de région parisienne et maintenant j'habite dans l'ouest, donc je suis pas du tout, je suis pas du tout familier de comment dire? De la tauromachie. J'aime pas. Alors j'aime pas la corrida, je trouve ça pas très, je sais pas, ça me botte pas des masses, c'est pas un spectacle qui m'attire particulièrement. Si je veux avoir des frissons, bon, je regarde un bon film ou je regarde, enfin, il y a d'autres moyens d'avoir un peu de spectacle. Par contre, évidemment, je respecte la tradition, je trouve ça assez sympathique et je comprends les gens qui apprécient. Après, tu parlais de déséquilibre. Bon, finalement, tu prônes un petit peu le retour des arènes de gladiateurs, hein. Moi, je suis pas contre, hein, finalement, de faire. Non, mais c'est-à-dire que dans leur logique, bon, alors moi, déjà, une chose est sûre, je ne veux absolument pas l'interdire. C'est-à-dire que je Ouais. serai toujours pour ça. Je souhaite vraiment que ce soit une pratique qui continue à perpétuer. C'est pas parce que je valide pas quelque chose moi personnellement que les gens en fait ont un côté égoïste, c'est-à-dire que parce que tu n'aimes pas ou parce que tu ne valides pas pour des raisons morales ou politiques, tu veux que ça soit supprimé pour tout le monde. Non, Ouais. il y a des peuples que ça fait vibrer, il y a des gens qui vivent aussi de tout ça, de l'élevage, de tout cet univers-là. C'est un héritage qui est inscrit donc, dans le patrimoine de ces régions, donc le Pays Basque, l'Espagne, etc. Donc il faut, et même des régions comme la mienne, donc il faut le maintenir. La question, elle ne se pose même pas. Mmh. Mais moi, c'est que je pointe juste dans la corrida le fait que pour moi, ben, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que jamais on ira en sens. Je vais te dire un truc qui va peut-être paraître affreux et qui va en choquer certains, mais si on suit la logique donc, de cet affrontement entre l'homme et la nature, si le taureau tue donc le matador, encensez-le, quoi, enfin, puisque Ouais. c'est-à-dire que, en fait, vous partez, alors ce qui est normal, on part avec des a priori, on est pro-homme, dans la mesure où on est nous-mêmes humains, mais si, en fait, voilà, moi, ce que je pointe vraiment chez eux, c'est cette hypocrisie de l'homme face à la nature, mais attendez quand même, on va lui donner quelques coups de schlass avant, on va s'en occuper, on va bien le fatiguer, et quand le matador donc, va le tuer, on va l'encenser. Ah, par contre, et je le sais je le sais de sources sûres quand de gens qui travaillent dans enfin, dans cet univers-là et que je connais, c'est que quand il y a des accidents même qui n'entraînent pas la mort, il y a un véritable acharnement sur la bête, hein, il y a une haine, Ouais. hein. Donc, les mecs qui vont te dire, ouais, c'est un respect entre le taureau, l'homme, etc., c'est des conneries. Assumez jusqu'au bout, dites le matador contre le taureau, 1v1 dans l'arène, 100 personnes. Là, je dirais, ok, vous êtes dans une logique intellectuelle par rapport à votre pratique et votre tradition. C'est pas le cas, donc je les trouve hypocrites, c'est tout. Après, il faut protéger donc cette tradition parce que elle fait vibrer et battre le cœur de certaines régions et il faut le respecter. Si je devais choisir une manifestation entre les pros et les anti-corrida, ce serait vite vu. Mais je pointe juste cette dissonance pour moi qui y a à l'intérieur de la corrida. Après, attention, hein. D'ailleurs, j'invite à s'il y a des gars qui, eux, sont pro-corrida et qui valident absolument pas mes propos, qu'on en débatte, quoi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse véritablement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord sur cette question-là, moi, je veux véritablement en débattre, parce que je veux avoir votre avis aussi, enfin, ceux qui nous écoutent.
Et parce que voilà, moi je pointe cette hypocrisie. Alors attention, je suis pas en train de dire que quand je regarde une corrida, j'espère que l'homme va mourir. Je suis pas taré non plus, hein, loin Ouais, de là. Et c'est que pour moi, voilà, ils prônent comment on appelle ça? Un combat entre l'homme et la nature qui n'existe pas vraiment, quoi. Voilà. ouais. Non, mais Donc, ça aurait plus de gueule autrement, quoi. En gros, de toute façon, ça serait un peu plus mais sympa. avec le risque, alors attention, le matador, par contre, quand il rentre dans l'arène, alors je sais pas si c'est un matador ou quoi, il me semble que c'est ça. Je Donc, t'avoue, je connais pas désolé du si tout, je enfin, n'emploie je pas connais pas les appellations, les noms, donc Il semble que c'est ça, hein, mais dans ce cas-là, le gars qui rentre dans l'arène, déjà, il est conscient des risques. Parce qu'attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, hein. Je ne suis pas idiot non plus. Bien sûr qu'il y a des risques. Moi-même, j'irai pas, hein, personnellement, dans une arène affronter un taureau. Mais on n'est pas vraiment dans cet équilibre qui est. mmh Alors, il y en a qui te diraient oui, mais le taureau part avec des avantages, puisqu'il a une masse musculaire qui est juste énorme, il a des cornes, c'est une bête puissante. Ouais, mais l'homme, il a aussi un avantage, c'est son intellect. Et mh. d'ailleurs, on voit qu'il l'utilise largement à contribution, puisqu'il emploie donc des stratagèmes qui sont déséquilibrés, hein, quoi. Alors, il y en a qui te diraient oui, mais ça remet en place une forme de balance. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est pas un affrontement qui est de facto équilibré, parce qu'un taureau, ça reste une bête puissante. Un matador, ça reste donc un humain qui a des facultés qui peuvent l'aider à mettre en place une stratégie avant, puisqu'il est aidé par les mecs qui piquent le taureau. Donc bon, alors à la fin, c'est un spectacle dont on connaît toujours l'issue, quoi. Et Ouais. on n'assume pas qu'en gros, l'issue n'est pas favorable chez nous, quoi. C'est un peu ça que je prône. Alors, c'est hyper violent, hein, ce que je dis, mais à être un spectacle violent, allez jusqu'au bout de votre logique, quoi. Puisque ça reste un spectacle violent, ils vont pas dire le contraire non plus. Faut arrêter Oui, les oui. conneries, par contre. Voilà. Alors, je sais pas les réactions dans le chat, je sais pas si tu as Non, accès. non, non, mais ils comprennent à peu près. Non, mais de toute façon, c'est un avis clair, hein. Je pense que tout le monde peut l'entendre de toute manière, ça c'est sûr. Donc, de toute façon, c'est un sujet à débat. Alors, on me dit par contre que c'est un toréador et donc et pas Autant un pour moi. matador. Autant pour Voilà, moi, donc c'est une lacune. Je connais pas du tout les termes de cet univers-là. Je connais pas non plus d'ailleurs si le gars qui l'a dit en commentaire pouvait notamment dire le terme de ceux qui piquent le taureau avant et aussi ceux qui courent pour le fatiguer, etc. Parce qu'il y a plusieurs individus, hein. Mais ouais, pour moi, oui, c'est pas un matador, c'est un toréador. Donc voilà, mea culpa pour le coup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un univers que je connais peu, mais par contre, je sais que c'est un univers dans lequel il y a une espèce de masculinité vraiment exacerbée, puisque je m'étais rendu à Madrid, donc dans leur fameuse arène pendant les fêtes, là où justement ils enchaînent les corridas. Et d'ailleurs, pour ajouter quelque chose, j'en avais parlé à un gars qui était un habitué donc, de l'arène en Espagne. Le gars parlait français. Et c'était à l'époque où je faisais pas du tout de vidéo. Et quand je voyage, j'aime bien poser des questions à des locaux. Et j'y avais demandé. J'étais surpris en fait à quel point c'était vide. C'est-à-dire qu'on m'avait vendu le truc en mode il y a une ambiance de fou, etc. Tu vas ouais. voir. Et tout. Et en fait, c'était vraiment profondément vide. Et le gars me disait que malgré tout, c'était une tradition qui se perdait en fait. C'est-à-dire que c'est quand même une tradition qui intéresse aussi de Ouais, moins en assez peu moins de une gens, partie ouais. Ouais. de la jeunesse, pas spécialement pour des raisons parce que ça serait violent ou quoi, même si je pense que l'idéologie majoritaire a dû forcément jouer un rôle dans Ouais. l'affaiblissement de la corrida, mais il Il y a n'en un demeurait pas désintérêt pour moins les que traditions locales, quoi. voilà, c'était vide ce jour-là, c'était enfin vide, il y avait même pas un tiers de l'arène qui était rempli, quoi, c'était Ouais, vraiment vide. Dans la fameuse arène historique, ça la fout un peu mal, quoi, tu vois. ouais, c'est un peu triste. Un peu Ça triste, ouais. marche. Bon, bah, en tout cas, on a ton avis là-dessus. Alors, on me dit les péonés, c'est les quadrillas, donc pour les gens qui participent à... Voilà, donc ce sera un peu l'anecdote du soir. Euh, D'apporter les précisions, c'est important d'employer les oui, bons termes. oui, totalement, Voilà, c'est très important. totalement, Ouais. absolument. Et de toute façon, je pense qu'on va se laisser là-dessus, puisqu'on est à 1h47. Euh, Et bon, voilà. C'est bon. Alors, je lis les commentaires. Non, c'est bon, ok. Je croyais que j'avais raté un truc. Ok, très bien. Donc, on va se laisser là, je pense. On a fait le tour de l'actualité. On se donne rendez-vous, de toute façon, dimanche prochain, même heure, 21h. Donc, le doc et moi-même, pour une revue de presse.
On espère que celle-ci vous a plu. Vous pouvez retrouver le doc sur Instagram, donc c'est le doc Baron, je crois. Oui, c'est bien ça, c'est le doc Ah, Baron. Et le doc sur YouTube. Et vous pouvez retrouver évidemment tous les liens. Je pense que Corsinu va les poster de Génération Z. Donc vous avez juste tapé Génération Z ou Génération Zemmour sur Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, tous les réseaux sociaux possibles. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour avoir la petite notification quand le live se lance. Et puis voilà, et je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut à tous. merci à tous.